Bien, nous allons donc essayer de terminer cette leçon en parlant du procès de Nuremberg. Donc nous étions au petit b, le procès de Nuremberg. Ce procès a été donc l'aboutissement d'un certain nombre de clauses qui avaient été arrêtées depuis la conférence de Téhéran. N'oubliez pas ce qu'on avait arrêté à Téhéran, quel sort faudrait-il réserver à l'Allemagne. Par conséquent, aux dignitaires nazis qui sont responsables de la crise de 1939 à 1945. Cette conférence s'est tenue de novembre 1945 à octobre 1946. Donc novembre 1945 à octobre 1946. Nous avions au banc des accusés 21 dignitaires nazis. Dignitaires nazis étaient au banc des accusés. Entendez par là ce qui devait être traduit par la justice internationale. 4 chefs d'accusation ont été retenus. 4 chefs d'accusation. Entendez par chef d'accusation les reproches qui seront faits contre les nazis. Donc il y a 4 chefs d'accusation qui ont été retenus contre les dignitaires nazis. Le premier chef d'accusation, c'est la conjuration. La conjuration. La conjuration, c'est en fait la recherche d'un pouvoir absolu. N'oubliez pas que Hitler avait comme ambition de soumettre toute l'Europe. Et d'ailleurs, dans la doctrine nazie, il y avait une classification des races. Et les Allemands faisant partie de la race aryenne, c'est cette race supérieure qui avait alors ce qu'on appelle le droit de vie et de mort sur les autres. N'oublions pas que Hitler décidait pendant cette période de ce qui devait rester dans l'espace allemand ou pas. Donc le premier chef d'accusation, entendez par là, c'est la conjuration. C'est en fait la recherche d'un pouvoir absolu. Donc cette recherche de pouvoir absolu ne peut pas aller de pair avec la démocratie. Donc la recherche de pouvoir absolu va rimer avec la dictature. C'est ça qu'on appelle le premier chef d'accusation. Le deuxième chef d'accusation, c'est en fait les crimes contre la paix. Crimes contre la paix. Crimes contre la paix. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a noté des pays qui sont agressés délibérément par les Allemands, par les Japonais et autres. Des pays qui n'avaient rien à voir avec le conflit, qui subitement, sans se préparer à la guerre, sont attaqués par l'Allemagne. Or, la guerre répond à un certain nombre de règles définies par les conventions de Genève. Il faut en fait déclarer la guerre à son ennemi et qu'il se prépare en conséquence. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Pour la plupart de ces crises pendant cette période, l'Allemagne attaque par surprise. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à attaquer un de ses alliés de premières heures, à savoir l'Union soviétique. N'oubliez pas le pacte germano-soviétique. Et pourtant, avec ce pacte qui a été signé, Hitler n'a pas hésité à violer
ce pacte le 22 juin 1941 en envahissant l'Union soviétique. Et d'ailleurs, ce qui va provoquer l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Donc ici, retenez comme crime contre la paix, ce sont les agressions perpétrées par les dictateurs contre d'autres États qui n'avaient rien à voir avec la crise. Donc les agressions perpétrées par les dictateurs contre d'autres États qui n'avaient rien à voir avec la crise. Parce que nous avons vu dans le cadre des causes de la Seconde Guerre mondiale, on avait retenu comme cause le fait que l'Allemagne d'Hitler veuille prendre sa revanche sur les Français au lendemain de la Première Guerre. Parce que n'oubliez pas les accords de Versailles de 1919. Donc si l'Allemagne s'en prenait à ceux qui étaient responsables de sa défaite en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais ici on a constaté que l'Allemagne s'est attaquée à des pays qui n'avaient rien à voir. Donc ici, c'est ce qu'on appelle des crimes contre la paix. Donc ce sont des dictateurs nazis qui ne voulaient pas de la paix dans le monde. Or, depuis 1919 à Versailles, on était en train de cultiver la paix au niveau mondial. Donc là, ils ne vont pas respecter. Ainsi, les dignitaires nazis seront accusés de crimes contre la paix. Le troisième chef d'accusation, ce sont des crimes de guerre. Crimes de guerre. Les crimes de guerre. Les crimes de guerre. Alors, il y a une manière de faire la guerre. En fait, on ne veut pas de la guerre. Mais si les belligérants se rendent compte que la solution, c'est de faire parler leur biceps, il faudrait alors respecter les conventions de Genève. Il y a une manière de faire la guerre. Et il y a des règles à respecter pendant le conflit. Malheureusement, on va constater que pendant cette guerre, les Allemands ne vont pas respecter les clauses qui avaient été arrêtées à Genève. Donc ici, on interdit de tirer sur un soldat qui, au lendemain, décide de ne plus combattre. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas de la guerre. On a interdit de tuer les prisonniers. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Les Allemands n'hésitent pas donc à faire ce qu'on appelle des exécutions sommaires. Et surtout les Noirs, les soldats noirs étaient pour la plupart victimes de ces exécutions sommaires de l'armée hitlérienne. Donc vous avez comme crime crime de guerre, le non-respect des coutumes de la guerre. Le non-respect des coutumes de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire la guerre. Il faut respecter les coutumes de guerre. Parmi les coutumes, déclarer la guerre à l'ennemi, afin de lui permettre de faire face à cette nouvelle norme. Oui. Parmi ces coutumes, on peut aussi retenir l'interdiction de tuer les prisonniers. Oui, l'interdiction de tuer les prisonniers. Donc il y a beaucoup de coutumes. Hein? Donc interdiction de tuer les prisonniers. Vous avez aussi, on ne doit pas tirer sur des barrages qui sont dans l'air. Donc il faut attendre que ces derniers touchent la terre parce qu'il est en difficulté dans l'espace et il ne sait pas exactement là où il va tomber. Si maintenant vous l'abattez comme un oiseau, donc vous êtes en position de force, alors il y a une façon de faire la guerre qu'il faudra respecter. Vous n'avez pas le droit de tuer les prisonniers de guerre. Donc on n'a pas le droit de tuer les prisonniers de guerre. Donc beaucoup de prisonniers avaient été tués pendant cette période, principalement les prisonniers noirs. Donc ils sont les victimes d'exécutions sommaires. Vous avez aussi des déportations. Les déportations, les Juifs ont été déportés. Donc on fait sortir de leurs habitations pour les amener vers des zones difficiles à vivre, notamment dans le froid de l'espace européen. Vous avez aussi les viols. Les viols. Pendant ces guerres-là, l'occasion est donnée pour les soldats de violer notamment les jeunes filles par-ci, par-là. Et cela est contraire aux recommandations
et sa protégénère. Vous avez les meurtres d'otages, mais surtout les pillages. Parce que n'oubliez pas que la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre d'anéantissement. Il ne fallait pas donner la possibilité à son adversaire ou à son ennemi d'avoir les moyens de résister. Donc il fallait détruire tout sur le passage. Et en détruisant tout, on va porter atteinte à la vie des civils, parce que les civils n'auront pas de quoi vivre. Donc, puisque c'est une guerre d'anéantissement, les Allemands ont cherché donc à annuler toute possibilité, toute velléité de résistance des Français, des Anglais et autres pendant cette guerre. Donc, les pillages sont aussi considérés comme des crimes de guerre. Autant donc de crimes qui ont été perpétrés par les nazis et qui vont être sanctionnés à ce tribunal de Nuremberg. Quatrième chef d'accusation, c'est des crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Alors, ces crimes sont aussi retenus à cette conférence, à ce procès de Nuremberg. Qu'est-ce qu'on entend par crime contre l'humanité? C'est le fait de tuer quelqu'un, de s'en prendre à quelqu'un pour ce qu'il est. Donc on s'en prend à des gens pour ce qu'ils sont. Quel était le tort des Juifs? Ils sont nés Juifs. Quel était le tort des syndicalistes? Parce qu'ils défendent une doctrine. Quel était le tort des religieux? Parce qu'ils défendent une religion. Quel était le tort des hommes politiques? Parce qu'ils défendent une politique, un système politique. Et Hitler s'est attaqué aux hommes religieux, il s'est attaqué aux syndicalistes, il s'est attaqué aux hommes politiques, il s'est attaqué aux juifs. Et même les Noirs, évidemment, qui ont été exécutés rapidement. Donc, retenez par là, crime contre l'humanité, c'est en fait le fait de tuer quelqu'un, de s'en prendre à quelqu'un pour ce qu'il est. Parmi donc ces crimes contre l'humanité, on peut noter ce qu'on appelle les chambres à gaz. Les chambres à gaz ont permis d'exterminer des millions de juifs. Vous avez ce qu'on appelle les rationnements, donc chambres à gaz, les chambres à gaz, les rationnements. Les rationnements, c'est le fait de donner à quelqu'un le strict minimum pour vivre afin qu'il meure à petit feu. Donc on ne vous donne pas assez, on ne mange pas à sa faim. Donc on réduit ce que vous devez consommer, ce dont vous avez besoin. Et pendant cette période, étant prisonnier, on vous tue dans des travaux durs. Avec ces travaux durs, vous perdez vos forces. Il y aura un moment où vous devenez inutile pour les Allemands. C'est en ce moment qu'on vous amène vers la mort, vers les chambres à gaz. Et plus tard, pour éviter que la puanteur ne remette pas en cause la vie dans ces camps de concentration ou autres, on va alors brûler donc ces cadavres dans les chambres, dans les fours crématoires. Donc vous avez des fours crématoires, pour ne pas empester l'air avec cette odeur nauséabonde. Donc il fallait donc brûler ces cadavres. Fours crématoires. Vous avez les déportations. Des millions de juifs ont été déportés vers ces camps de concentration. Vous avez les persécutions de politiques.
d'hommes politiques, de religieux, de syndicalistes, ils ont été tous persécutés pendant cette période. Vous avez des épurations, les pogroms, c'est un terme, pogrom, c'est un terme russe qui désigne l'extermination des Juifs pendant cette période. Vous avez la Shoah, donc c'est un terme juif qui signifie la catastrophe, parce que n'oubliez pas que la guerre aura entraîné près de 6,5 millions de victimes juives pendant cette période. Voilà donc les chefs d'accusation qui ont été retenus contre les dignitaires nazis. 4 chefs d'accusation. La conjuration, c'est la recherche d'un pouvoir absolu. Qui a le pouvoir absolu? C'est Dieu. Mais les nazis s'arrosent ce droit de vie et de mort sur des gens. Raison pour laquelle ils vont être condamnés pour cet acte. Deuxième chef d'accusation, crime de guerre. Pendant cette période, on ne respecte pas les droits de guerre. On par rapport à ces crimes de guerre, pendant crime de guerre, on a dit. Donc, crime de guerre, il y a une façon de faire la guerre. On ne respecte pas. C'est cette manière de faire la guerre. Vous avez crime contre la paix. C'est le fait d'agresser quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le conflit. N'oubliez pas que la Seconde Guerre mondiale a été une guerre larvée. Qu'est-ce qu'une guerre larvée? D'alliance en alliance, tout le monde se mêle dans la crise. Des alliances ont été nouées. Ces alliances qui entraînent alors un nombre impressionnant de pays dans la crise. Donc la Grande Alliance par là, vous avez l'axe Rome-Berlin-Tokyo, et ainsi de suite. Donc la Seconde Guerre mondiale a été une guerre larvée. Donc pendant cette période-là, des États ont été agressés et qui n'avaient rien à voir avec la crise. Donc ça c'est un crime qui a été perpétré contre la paix. N'oubliez pas, il y a des gens qui ne veulent jamais de la paix. C'est le cas des mercenaires. Ils ne vont que dans des zones où il y a tension pour vendre leur animosité, leur expérience dans les meurtres et autres de massacres. Ces gens-là n'ont pas besoin de la paix parce que leur affaire ne prospère que quand il y a tension. Et ils ne vont que vers les zones de tension. Donc ces individus-là vont être à leur tour accusés de crimes contre la paix. Vous avez le 4e chef d'accusation, c'est crime contre l'humanité. C'est le fait de tuer quelqu'un, d'emprisonner quelqu'un, de s'en prendre à quelqu'un pour ce qu'il est. Il peut être un noir, un blanc, il peut être un religieux, il peut être un syndicaliste, il peut être un homme politique. On s'en prend à cet individu pour ses convictions. Ça peut être des convictions politiques, ça peut être des convictions religieuses autant pour moi, mais ça peut être aussi par rapport à sa race. Donc, raison pour laquelle les Juifs ont été victimes, parce que le seul tort, parce qu'ils sont nés Juifs. Donc, autant d'éléments qui ont été, en fait, utilisés par les vainqueurs afin de condamner les dignitaires nazis à ce procès de 1945-1946. Bien, parmi ces 21 accusés,
D'autres ont été condamnés à mort. Donc ici, ce qu'il faut retenir, le verdict. NB, donc, le verdict. Le verdict, cela veut dire la sentence qui va être prononcée par les juges. Vous avez des condamnations à mort. Condamnation à mort. Parmi les condamnations à mort, vous avez celle de Göring. C'est le second d'Hitler. Malheureusement, celui-là, il va se suicider avant son exécution. Donc, des condamnations à mort. Vous avez des condamnations pour 10 à 20 ans. 10 à 20 ans. Ou encore à vie. Des condamnations pour 10 à 20 ans. Ou encore à vie. Et vous avez des acquittements. Des acquittements. Voilà le verdict qui a été arrêté à la conférence au procès de Nuremberg de 1945-1946. Donc vous avez le verdict prononcé, des condamnations à mort, condamnation de 10 à 20 ans, et certains à vie, et d'autres ont été acquittés. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'au sortir de ce procès, les Alliés vont être divisés sur la question. Donc le procès de Nuremberg va diviser les Alliés par rapport à son verdict. Donc c'est un verdict qui va diviser les Alliés. Ils ne s'entendent pas sur les sentences qui ont été arrêtées contre les dignitaires nazis. Alors, je donnerai un document où ces dignitaires, vous aurez la liste plus ou moins exhaustive de ces dignitaires nazis. Mais ce qui est important par rapport donc à ce verdict qui divise les grands, c'est que pour les Occidentaux, ce verdict était trop lourd, trop sévère. Pour les Occidentaux, il est trop sévère. Donc c'est un verdict qui n'est pas à la mesure de la catastrophe provoquée par les dictateurs nazis. Donc, en termes simples, c'est ceux qui ont prononcé ce verdict, ils ont été, en fait, il y a une certaine compassion en faveur des Allemands. Tandis que pour les Soviétiques, ce verdict n'est pas à la hauteur des actes perpétrés par les nazis. Donc, si les Occidentaux pensent que le verdict est très sévère, trop lourd, pour les Soviétiques, ce verdict n'est pas à la hauteur des crimes perpétrés par les nazis. Ce qui va alors les diviser par rapport à cette question. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour ce procès de Nuremberg de 1945 à 1946. Nous allons maintenant nous intéresser aux principaux actes qui ont été arrêtés au lendemain des grandes conférences pour réorganiser le monde définitivement. Donc, en grandeur, par le grandeur, vous mettez les principaux actes du règlement grandeur, les principaux actes du règlement et leurs conséquences.
les principaux actes du règlement et leurs conséquences. Les principaux actes du règlement et leurs conséquences. Alors, pour cette partie, nous allons nous intéresser à deux volets. Les règlements politiques et les règlements économiques. Donc, ce sont ces deux principaux volets qu'il faudra retenir dans cette partie de la leçon. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Plusieurs décisions ont été arrêtées afin de trouver un règlement définitif à la crise. Donc, plusieurs décisions, plusieurs clauses ont été arrêtées pour trouver un règlement définitif à la crise. Donc, et ces décisions ont été mûries pendant longtemps à plusieurs conférences. Mais lorsque la guerre se termine, on va voir maintenant sur le terrain ce qu'ils vont mettre en acte pour l'application de ce qui a été décidé. La guerre terminée. Donc, plusieurs décisions ont été arrêtées pour trouver une solution définitive à la crise. Une clause et aussi, c'est une décision entendue par là, ce qui a été arrêté. Donc, en petit temps, nous allons nous intéresser au règlement politique. Dans le domaine politique, qu'est-ce qu'on avait arrêté à ces différentes conférences et qu'on va mettre en acte une fois la guerre terminée. Donc, en petit temps, les règlements politiques. Les règlements politiques. Alors, la guerre terminée, on a tracé une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Donc, premier acte ici, qu'on peut retenir, le tracé d'une nouvelle carte de l'Europe et du monde. On va tracer une nouvelle carte. Retenez par là, les frontières vont être modifiées, aussi bien dans l'espace européen que dans le monde. Donc, la guerre terminée, on a tracé une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Et pourquoi on a tracé une nouvelle carte du monde, de l'Europe et du monde? C'est conformément à ce qu'on avait arrêté d'abord à la charte de l'Atlantique. On avait banni tout agrandissement territorial. On avait banni l'usage de la force pour quelque prétexte que ce soit. Et on avait mis en avant la démocratie à l'échelle mondiale. Sans oublier aussi la possibilité qu'on devait donner au peuple de choisir la forme de leur gouvernement. Autant de clauses qui avaient été arrêtées pendant la guerre et qu'on va mettre en acte la guerre terminée. Et pour pouvoir le faire, il faut que des États soient définitivement sécurisés, les frontières des États soient définitivement sécurisées. Raison pour laquelle on va tracer une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Alors, pour se tracer une nouvelle carte de l'Europe, voilà ce qu'on va arrêter en ce qui concerne l'Europe. L'Allemagne est ramenée à ses frontières de 1937. Donc ici, ramener l'Allemagne à ses frontières de 1937. L'Allemagne est ramenée à ses frontières de 1937. Très bien. Nous l'avons vu dans la
Première leçon, ou même dans le rappel, portant sur la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne était à la recherche d'un espace vital, avec un slogan très efficace d'Hitler: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un peuple, un empire et un guide. Et ainsi Hitler va, dans le cadre de la création de ce grand Reich allemand, revendiquer le rattachement de tous les Allemands au Reich. C'est ainsi qu'en 1938, ne l'oubliez pas, Hitler va revendiquer le rattachement de l'Autriche. En 1938, il va le réaliser avec l'Anschluss. En 1938 toujours, il a revendiqué le rattachement de notre peuple allemand des Sudètes, qui était en Tchécoslovaquie. Et Hitler va avoir gain de cause parce que, aux accords de Munich de 1938, on va accepter l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. Et en mars 1939, l'Allemagne d'Hitler va occuper tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter par là? Après 1937, l'Allemagne s'est agrandie. Toutes les annexions allemandes vont être alors récupérées. Donc l'Allemagne va perdre ses annexions de 1938 jusqu'à la fin de la guerre. Donc nous avons dit qu'on va tracer une nouvelle carte de l'Europe et du monde. En traçant cette nouvelle carte, on dit qu'on va ramener l'Allemagne à ses frontières de 1937. Donc on est en train de redéfinir les frontières de l'Allemagne une fois la guerre terminée. Alors toujours par rapport à cette nouvelle carte de l'Allemagne, de l'Europe, autant pour moi, l'Allemagne va perdre la ligne Oder-Neisse. Donc ici, vous avez l'Allemagne perd la ligne, donc c'est un espace sur son territoire, la ligne Oder-Neisse, qu'on appelle aussi la ligne Curzon. La ligne Curzon. L'Allemagne perd la ligne Oder-Neisse au profit de la Pologne. Au profit de la Pologne. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre, voilà l'espace allemand. Et ici, l'Allemagne, vous avez la Pologne à ce niveau. L'Allemagne va perdre une partie de son territoire. C'est cette partie-là que vous avez en rouge, seulement permet de comprendre, qui va être annexée par la Pologne. Donc la Pologne va s'agrandir vers l'ouest sur le territoire allemand. Donc l'Allemagne perd la ligne Oder-Neisse au profit de la Pologne. Pourquoi la Pologne s'est agrandie vers l'ouest? Parce qu'elle a aussi perdu une partie de son territoire qui est annexé par l'Union soviétique. Donc, à la ligne, on peut retenir aussi comme autre acte posé, vous avez la Pologne s'agrandit donc vers l'ouest. La Pologne s'agrandit vers l'ouest en annexant une partie du territoire allemand. La Pologne s'agrandit vers l'ouest en occupant une partie du territoire allemand. Vous ouvrez une parenthèse, c'est la ligne, vous avez donc la ligne Oder-Neisse. Donc la ligne Oder-Neisse appartenait à l'Allemagne. L'Allemagne va la perdre
la guerre terminée. Pourquoi l'Allemagne l'a perdu? C'est conformément à ce qu'on avait arrêté qu'il fallait tracer une nouvelle carte du monde. L'Allemagne va être ainsi sanctionnée. La Pologne va en plus annexer une autre partie de l'Allemagne qu'on appelle la Prusse orientale. Vous avez la partie sud de la Prusse orientale. C'est ici que vous avez la Prusse. Vous avez la Prusse là. Donc une partie de la Prusse, cette partie-là, donc de la Prusse, cette partie, la Prusse orientale, est aussi annexée par la Pologne. Donc ici, on va donner à la Pologne une partie de la Prusse orientale. Qu'est-ce qu'il faut noter par là? Les frontières de la Pologne vont être remodelées. On a remodelé les frontières de la Pologne. Très bien. Un autre acte qui a été posé pour tracer cette nouvelle carte du monde, vous avez l'Union soviétique s'agrandit vers l'ouest. Donc l'Union soviétique, l'URSS, s'agrandit vers l'ouest. Donc l'Union soviétique s'agrandit vers l'ouest. Très bien. Voilà. Beaucoup de provinces et d'États ont été occupés par l'Union soviétique. N'oubliez pas qu'on est en train de montrer, dans le domaine politique, comment on a résolu le second conflit mondial. L'Union soviétique avait déjà, conformément au pacte germano-soviétique, occupé une partie de la Pologne. Donc, une partie de la Pologne avait été annexée par l'Union soviétique depuis 1941-1942. Donc ici, vous avez l'URSS, là, vous avez la Pologne. Conformément au pacte germano-soviétique, lorsque l'Allemagne a attaqué la Pologne à l'ouest, les soviétiques ont fait idem à l'est. Ce qui fait que la Pologne va être phagocytée très tôt par l'Allemagne et l'Union soviétique. Et c'est un pays qui n'aura résisté que pendant 27 jours. Pauvres Polonais, ils n'ont pas réussi à faire face à l'étau allemand et l'étau soviétique. Mais nous avons dit que ce pacte germano-soviétique a été doublé de protocole secret. Quel était ce protocole? Le partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Et pourquoi l'Union soviétique a accepté ce pacte germano-soviétique? C'était une occasion pour elle de récupérer des territoires qu'elle avait perdus au lendemain de la Première Guerre mondiale, au traité de Brest-Litov de mars 1918. L'Union soviétique est sortie très tôt de la Première Guerre mondiale parce que confrontée à une révolution interne, la révolution russe de 1917, que vous avez eu donc à étudier dans les petites classes. Donc l'Union soviétique en difficulté va sortir très tôt de la guerre et va être sanctionnée au traité de Brest-Litov où elle va faire ce qu'on appelle la Russie blanche. L'occasion est alors donnée aux Russes de récupérer des territoires qui ont été perdus. C'est ainsi que vous avez la province orientale. La province orientale de la Pologne va être annexée par l'Union soviétique. Nous avons dit tout à l'heure que l'Union soviétique va s'agrandir vers l'ouest. C'est ainsi que l'Union soviétique va occuper la province orientale de la Pologne. L'Union soviétique va occuper les États baltiques. États baltiques. Les États baltiques. Vous avez donc l'Estonie, Lettonie et l'Ukraine. Donc ces États baltiques ont été occupés par l'Union soviétique, la guerre terminée. L'Union soviétique s'est aussi agrandie vers le nord en occupant la Carélie finlandaise. La Carélie finlandaise. La Carélie finlandaise a été aussi annexée par l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique est en train de s'agrandir. L'Union soviétique s'est aussi agrandie vers le sud-ouest en occupant la Lituanie
en occupant la Lituanie, et plus au sud aussi, l'Union soviétique a occupé la Bessarabie. La Bessarabie. Sans oublier qu'une partie de la Prusse orientale avait été occupée par l'Union soviétique. Alors pourquoi l'Union soviétique s'est surtout intéressée aux États baltiques et la Prusse orientale? C'était pour lui permettre d'accéder aux mers chaudes. Donc ça lui permettra d'accéder aux mers chaudes parce que l'Union soviétique est entourée principalement que par des mers froides. Donc une mer chaude, c'est une mer qui ne gèle pas. Donc ici, ça permet ainsi à l'Union soviétique d'accéder aux mers chaudes. Et surtout de prendre le pied au cœur du système européen. Voilà donc la modification de la carte de l'Union soviétique, la guerre terminée en 1947. Il n'y a pas que cette carte qui va connaître des modifications. Nous avons tout à l'heure, l'Allemagne a vu ses frontières remodelées. La Pologne a vu aussi ses frontières modifiées, ainsi de suite. Donc, le premier acte, à savoir ici, on a tracé une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Dans le monde, vous avez le Japon qui avait réussi entre 1940 et je dirais même bien avant, de 1931 à 1940, le Japon parvenait à occuper beaucoup de colonies occidentales dans le Pacifique. Donc retenez, au lendemain de la révolution Meiji, le Japon qui était à la recherche d'un espace vital va s'en prendre à la Chine en 1931, va récidiver en 1937 et va s'en prendre à la plupart des colonies occidentales dans le Pacifique. C'est ainsi que la plupart des colonies européennes vont être occupées par les Japonais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que les Japonais vont connaître une expansion. Et cette expansion a une cause. Il y a une raison. C'était pour trouver un espace vital à l'économie japonaise en difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Pendant la guerre, le Japon s'est agrandi en occupant la plupart des positions occidentales dans le Pacifique, sans oublier aussi beaucoup d'îles ont été occupées par le Japon. Ainsi, lorsque la guerre se termine, le Japon va être ramené à ses îles. Donc, comme autre acte, par rapport à la carte qui va être tracée, vous avez le Japon est ramené à ses îles. Entendez par là, tous les espaces qui avaient été occupés par le Japon vont être récupérés. Donc le Japon est ramené à ses îles. Et de surcroît occupé et administré par les États-Unis. Ramené à ses îles et occupé et administré par les USA. Donc ce sont les USA qui vont alors gérer le pays, surtout avec le général McCarthy. Donc c'est lui qui va être au destiné de l'armée américaine dans cette partie du monde. Donc le Japon est ramené à ses îles et occupé, administré par les États-Unis. Toujours par rapport à la nouvelle carte qui va être tracée. Même si ce n'est pas une carte définitive, l'Allemagne et l'Autriche ont été divisées en 4 zones d'occupation confiées aux 4 grands vainqueurs, comme on l'avait signalé à la conférence de Yalta. Donc on peut retenir ça. L'Allemagne
et l'Autriche sont divisés en 4 zones d'occupation. Confiées aux 4 grands vainqueurs. Donc l'Allemagne et l'Autriche sont divisées en 4 zones d'occupation confiées aux 4 grands vainqueurs. Vous les connaissez, il s'agit de l'Union soviétique, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Donc ce sont ces 4 grands vainqueurs qui vont alors se tailler des espaces en Allemagne et en Autriche. Même la capitale, Berlin, va à son tour être divisée en 4 zones d'occupation confiées aux 4 grands vainqueurs. Très bien, toujours dans le cadre des règlements politiques, on décide, donc ici, là on a terminé avec ce qu'on appelle le tracé d'une nouvelle carte de l'Europe et du monde. Et il y a d'autres actes qui ont été posés dans le domaine politique. Donc c'est ça que nous allons retenir ce petit sous-titre. Vous savez, dans l'espace monde, les puissances coloniales vont récupérer leurs colonies perdues. Donc ici, vous avez les puissances occidentales. Les puissances occidentales retrouvent leurs colonies. Les puissances occidentales retrouvent leurs colonies. C'est-à-dire quoi? Les colonies qui avaient été occupées par l'Allemagne, des colonies qui avaient été occupées par le Japon. Ces espaces-là seront rendus à leurs anciens maîtres. La France récupère l'Indochine et d'autres colonies dans le Pacifique. Donc, un autre acte politique qui a été posé pour régler le conflit, une fois la guerre terminée, on a décidé de rendre les colonies à leurs anciennes métropoles. Parce que pendant la guerre, ces puissances occidentales avaient perdu leurs colonies. Une fois la guerre terminée, pour éviter les tensions entre les vainqueurs, on décide de ramener les colonies à leurs anciennes métropoles. Entendez par là, la France récupère toutes ses colonies, le Royaume-Uni récupère ses colonies, ainsi de suite. Mais il y a un problème. Pendant l'absence des Français, des Anglais et autres, pendant la Seconde Guerre mondiale, les populations ont commencé à goûter à l'indépendance. Parce que pendant la période de l'occupation, notamment de la France était plutôt préoccupée par sa propre libération que de gérer les colonies. Même si elle va s'appuyer sur ces colonies pour reconquérir son espace dans les campagnes, la présence coloniale est moins marquée. Raison pour laquelle, lorsque la guerre se termine, ces populations qui ont commencé à s'intéresser à l'indépendance ne voudront plus être ramenées à la soumission. Et c'est pourquoi, lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine, le phénomène de décolonisation devient une réalité. Les populations ne veulent plus de cette soumission. Et à cela s'ajoute l'aide des États-Unis, de l'Union soviétique et de l'ONU qui va voir le jour plus tard. Raison pour laquelle, lorsque la guerre se termine, même si on a ramené les colonies à leurs anciennes métropoles, ces puissances occidentales doivent faire face à une nouvelle réalité. C'est en fait la montée en puissance des mouvements d'émancipation en faveur de l'indépendance. Donc on peut noter ça en MB. Les puissances occidentales doivent toutefois faire face dans ces colonies à la montée en puissance des mouvements d'émancipation. Les puissances occidentales font toutefois
face dans ses colonies à la montée en puissance des mouvements d'émancipation. Entendez par là les mouvements qui revendiquent leur indépendance. Dans les colonies, les puissances occidentales doivent faire face à une nouvelle donne, c'est une nouvelle situation. C'est en fait les revendications autonomistes deviennent une réalité. Et l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'a très bien compris. Au lendemain de la guerre, les Anglais se rendent compte qu'il est très difficile pour eux de conserver leur colonie. Pourquoi? Parce que la donne a changé. D'abord, l'Europe a décliné. L'Europe ne domine plus le monde. C'est une superpuissance qui apparaît une fois la guerre terminée. Mais les Européens ont encore besoin de leur colonie pour se refaire une nouvelle santé économique. Parce que l'Europe était le principal théâtre des opérations. Elle a été ruinée, dévastée, et elle va de surcroît s'endetter auprès des Américains pour pouvoir faire face aux besoins et de continuer la guerre. Les Anglais se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas alors empêcher la décolonisation pour trois raisons. La première raison, ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à cette nouvelle réalité. Deuxième raison, dans les colonies, on ne veut plus entendre parler de la domination occidentale. Troisième raison, vous avez l'aide de l'anticolonialisme américain, soviétique et onusien. Voilà donc trois raisons qui ont fait comprendre aux Anglais qu'ils ne peuvent pas empêcher la décolonisation. Mais les Anglais, ayant encore besoin de leur colonie, vont ruser pour retarder la décolonisation. Ça veut dire quoi? Il faut retarder ce phénomène. Les Français ne l'ont pas compris. Et très tôt, ils vont en fait refuser toute idée d'évolution vers l'indépendance. C'est le cas aussi dans l'Empire portugais. Raison pour laquelle, dans ces empires, nous avons eu des guerres de libération. D'ailleurs, pour la France, très tôt, une fois la Seconde Guerre mondiale terminée en 1945, en 1946, elle entre dans la guerre du Vietnam. Ce qui, la guerre d'Indochine, autant pour moi, c'est pour montrer que les Français n'avaient pas compris l'urgence de décoloniser. Ils ne le comprendront que après la défaite à Dien Bien Phu et lorsque aussi les Algériens vont prendre les armes pour ne plus se donner en spectacle dans les colonies d'Afrique noire. La France va elle-même encadrer les mouvements d'émancipation en Afrique pour qu'en Afrique noire, les colonies accèdent à l'indépendance. Voilà pourquoi en Afrique noire, en tout cas française, le processus de décolonisation va être un processus qui est très doux et qui aboutira à une décolonisation pacifique en Afrique noire. Donc c'est ça qu'il faudra retenir par rapport à ce deuxième élément qu'on a retenu par rapport aux actes qui ont été posés dans le domaine politique. Très bien, toujours dans le domaine politique, vous avez la transformation des régimes dans les empires dictatoriaux en empires parlementaires. Donc, troisième aspect important dans le domaine politique, vous avez la transformation des régimes dictatoriaux en régime parlementaire démocratique. Donc, transformation des régimes dictatoriaux
régime parlementaire et démocratique. En des régimes parlementaires et démocratiques. Donc, le régime allemand est transformé. D'une dictature, on va passer à un régime parlementaire. C'est le cas dans l'espace italien, c'est le cas dans l'espace japonais. Donc la guerre terminée, les régimes dictatoriaux sont transformés en démocratie. Et pourquoi ce type de démocratie? C'était pour éviter que tous les pouvoirs soient entre les mains d'un seul individu. Parce que pendant le règne d'Hitler, c'est lui qui avait tous les pouvoirs. Dans l'espace italien, Mussolini avait tous les pouvoirs. Hirohito avait aussi tous les pouvoirs. Maintenant, il faudrait un régime parlementaire dans lequel les forces vont être équilibrées. Alors qu'auparavant, les dictateurs s'arrogeaient tous les droits et se permettaient de faire tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que les forces sont équilibrées. Dans le cas de l'Allemagne, dans le cas de l'Italie, ainsi que dans l'espace japonais. Voilà donc ce qu'il faut retenir dans le domaine politique. Il y a un autre élément politique qu'on peut retenir toujours par rapport aux actes politiques qui ont été posés. On a décidé, depuis 1945, d'organiser des élections libres et transparentes pour permettre aux États libérés de choisir la forme de gouvernement qui leur convient. Donc ici, on peut retenir organisation d'élections libres et transparentes afin de permettre aux États libérés par la Grande Alliance de choisir la forme de leur gouvernement. Ça a été arrêté depuis la charte de l'Atlantique de 1941, où on avait stipulé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, on a décidé, une fois la guerre terminée, d'organiser des élections pour permettre aux États libérés de choisir la forme de leur gouvernement. Ça aussi, c'est un acte politique qui a été posé par les vainqueurs une fois la guerre terminée. Très bien. Alors ici, une fois la guerre terminée, on va organiser des élections. Il y aura des problèmes. Les soviétiques vont truquer les élections à l'Est et imposer dans tous les États libérés par l'armée rouge le système communiste. Ainsi, les soviétiques sont en train de violer les accords de Yalta. Les Américains vont alors leur emboîter le pas, pas seulement les Américains, les Occidentaux, vont leur emboîter le pas en décidant en 1947 de réunifier leur zone en renonçant à la dénazification, en reconstruisant l'espace allemand, en violation flagrante des accords de Yalta. De violation mutuelle, cette violation mutuelle entendue par là, les uns violent, les autres violent à leur tour, on va vers la rupture qui va entraîner la guerre froide. Ce sera l'objet donc de la prochaine leçon portant sur le programme de terminale. Donc ici, on peut retenir en NB
les élections ont été toutefois truquées à l'Est. Les élections ont été toutefois truquées à l'Est. Les élections ont été toutefois truquées à l'Est afin de permettre aux soviétiques d'imposer le système communiste dans tous les États libérés. D'imposer le système communiste dans tous les États libérés par l'armée rouge, c'est l'armée soviétique. États libérés par l'armée rouge. Très bien. Donc tous les États libérés par l'armée rouge. Alors, le fait d'imposer le communisme dans tous les États libérés par l'armée rouge avait une finalité. Ce n'était pas gratuit. Lorsque la guerre se termine, les Américains avaient le monopole atomique. En cas de confrontation à cette époque, la probabilité pour que les Américains remportent la victoire était très élevée. Donc en 1945, n'oubliez pas, les bombardements atomiques de Hiroshima, le 6 août 1945, et le 9 août à Nagasaki, des bombardements qui vont alors marquer les esprits par l'ampleur de la catastrophe et surtout les conséquences après la guerre. Donc, les Soviétiques se rendent compte de la puissance militaire des Américains une fois la guerre terminée. Or, les deux grands, avons-nous déjà dit à ces conférences, avaient des ambitions secrètes, lesquelles devaient leur permettre, une fois la guerre terminée, d'étendre leur système dans le monde. Donc, si on suit bien ces ambitions secrètes inavouées à ces conférences, l'on se rend compte qu'on va directement vers des conflits futurs. Et c'est pourquoi une année seulement la guerre terminée, Américains et Soviétiques vont s'affronter en Grèce. Nous reviendrons là-dessus. Donc, pourquoi le trucage des élections, les Soviétiques avaient comme ambition, en imposant le système communiste dans tous les États libérés par l'armée rouge, la possibilité de se barricader autour d'un glacis protecteur qui permettra alors aux Soviétiques de se protéger d'une éventuelle attaque du monde occidental. Alors comment ce schéma-là peut vous permettre de comprendre? Vous avez l'espace, le bloc eurasiatique. Ici, vous avez l'Europe occidentale. Vous avez l'Europe occidentale ici. Donc ici, l'Europe occidentale. Les Américains ont aidé l'Europe à s'en sortir. Lorsque la guerre se termine, les Américains parviennent à s'installer dans cet espace européen avec beaucoup d'alliances. Et à partir de l'espace européen, très bien, alors, vous avez le bloc eurasiatique à ce niveau. Les Américains avaient déjà noué des alliances avec les pays européens. À partir de l'Europe occidentale, les Américains ont la possibilité d'atteindre l'Union soviétique que vous avez ici, notamment avec les Pershing II américains qui seront installés plus tard. Mais ce qui est important, il faut contextualiser d'abord les événements avant d'arriver à cette tension qui a fait
que les Américains étaient obligés de retirer leurs piercings installés dans l'espace russe. Alors, en cas de confrontation, à partir de l'espace européen, les Américains pouvaient atteindre les Soviétiques. Voilà pourquoi, en Europe de l'Est, que vous avez à ce niveau, les États qui sont dans cette partie, Europe de l'Est et du Centre, on va imposer le communisme. Ce qui fait que désormais, avant que les Américains ne parviennent à toucher les Soviétiques en cas de conflit, ils devront d'abord en découdre avec les alliés russes. Le fait d'imposer alors le communisme ici, c'est dans une logique de former un glacis protecteur. Un glacis protecteur. En termes simples, c'est se protéger contre une éventuelle attaque du monde occidental. Voilà pourquoi les Soviétiques ont imposé le communisme dans tous les États libérés par l'armée rouge. Et cela, rappelons-nous encore, je rappelle de cela, c'est une violation des accords de Yalta. Parce que Yalta avait demandé à ce qu'on laisse les populations choisir la forme de gouvernement. Ici, les élections ont été truquées et les partis communistes vont remporter la victoire. Ce qui va permettre aux communistes de gagner du terrain dans l'espace européen. Très bien. Donc, un autre acte politique qui a été noté, vous avez les sanctions retenues contre les agresseurs, contre les dictateurs. Donc ici, sanctions retenues contre les dictateurs. Les sanctions retenues contre les dictateurs. Là aussi, c'est un acte politique. Alors, parmi les sanctions, vous avez ce qu'on appelle le tribunal de Nuremberg, le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg. Donc, le procès de Nuremberg, c'est novembre 1945 à octobre 1946. À ce procès seront en fait sanctionnés les dignitaires nazis. Très bien. Un autre procès se tiendra dans l'espace japonais. Donc vous avez le procès de Nuremberg, le procès de Tokyo. Le procès de Tokyo, ou bien le tribunal de Tokyo. Le tribunal de Tokyo. Un tribunal qui va de 1946 presque à 1948, où on va condamner, vous avez 1114, si j'ai bonne mémoire, 1114 condamnations, mais on avait eu 174 condamnations. Donc vous avez le tribunal de Tokyo qui va aussi sanctionner les dignitaires japonais. Voilà donc les différents actes politiques qui avaient été posés au lendemain de la guerre. Il y aura un dernier acte politique que nous allons traiter dans la dernière partie. C'est la naissance de l'ONU et de l'application et de la mise en œuvre de tout ce qui a été décidé à ces conférences de 1941 à 1945. Il y a aussi d'autres idées qu'il ne faut pas perdre de vue, où on a demandé à ce que l'on accorde l'indépendance. On peut mettre ça ici, c'est mieux. Mettez ici, vous avez le Proche-Orient,
accède, c'est le Proche et le Moyen, Proche-Orient et Moyen-Orient accèdent à l'indépendance. Le Proche-Orient et le Moyen-Orient accèdent à l'indépendance. Voilà donc les actes politiques qui ont été posés dans l'espace monde une fois la guerre terminée. Bien, nous allons maintenant nous intéresser au règlement économique. Petit 2, règlement économique. Les règlements économiques. Les règlements économiques. L'Allemagne est responsable de la guerre. Alors, elle va payer la facture des réparations. Déjà, on l'avait signalé à la conférence de Yalta. Et même avant la conférence de Yalta, à la conférence de Téhéran, on avait pensé au sort à réserver à l'Allemagne. Et à la conférence de Yalta, on va mettre cela en acte. Donc ici, les règlements économiques, vous avez comme premier élément la facture des réparations est imputée à l'Allemagne. Donc facture des réparations imputée à l'Allemagne. Et dans le Pacifique, c'est au Japon. Alors, pourquoi? Parce que l'Allemagne est principal responsable de la crise dans l'espace européen. Donc, la facture des réparations est imputée à l'Allemagne. Alors, comment l'Allemagne va payer pour les réparations? L'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Vous avez ici, à titre indicatif, la zone anglaise. Ici, vous avez les Français. Par là, vous avez les Américains. De ce côté-ci, vous avez les Soviétiques. La capitale Berlin se trouve dans la partie soviétique. Cette partie, la capitale va être divisée à son tour en 4 zones d'occupation. Cette zone, c'est pour les Anglais, ici pour les Français, par là pour les Américains, et l'autre partie qui reste, c'est pour les Soviétiques. Voilà la division de l'Allemagne en 1945. Et à partir de cette division, il revenait maintenant à chaque puissance victorieuse de puiser dans sa partie pour se réparer la guerre. Les Anglais vont puiser dans leur partie pour se réparer la guerre. Idem pour les Français, les Anglais, pardon, les Américains et les Soviétiques. En plus de cela, on a décidé de puiser dans les avoirs allemands à l'étranger. Les avoirs allemands à l'étranger. Récupérer ces avoirs allemands à l'étranger pour se réparer la guerre. Donc, l'Allemagne responsable de la crise, en tout cas dans l'espace européen, va payer les réparations. Et comment on va puiser dans les avoirs allemands à l'étranger, puiser dans les ressources naturelles de l'Allemagne pour se réparer la guerre, transplanter des industries allemandes dans les pays qui ont été victimes de la guerre pour se réparer
cette crise. Donc voilà ce qu'on avait arrêté à la conférence de Yalta et qu'on va mettre en acte une fois la guerre terminée, parce qu'on a retenu que c'est l'Allemagne qui doit payer la facture des réparations. Mais l'Union soviétique aussi va payer une facture des réparations à la Pologne. L'Union soviétique a aussi détruit la Pologne. N'oubliez pas le pacte germano-soviétique. C'est un pacte de non-agression, de non-participation, doublé d'un protocole de secret certes, à savoir le partage de la Pologne. Lorsque les Allemands ont attaqué à l'ouest, les Soviétiques ont fait idem. Donc les Soviétiques ont participé à la destruction de la Pologne. Ils doivent alors aider à la reconstruction de la Pologne. Donc on peut aussi retenir que l'Union soviétique a participé à la réparation de la Pologne. Donc ici, on peut retenir donc facture des réparations imputées à l'Allemagne, à la ligne, facture des réparations en Pologne imputées à l'URSS. Donc, la Pologne va être dédommagée par l'Allemagne, va être aussi dédommagée par l'Union soviétique, parce que n'oubliez pas que l'Union soviétique a participé à cette destruction. Très bien. Toujours dans le domaine des règlements économiques. Les Américains parviennent, pendant la guerre, à monopoliser plus de 60% des réserves mondiales d'or. Ce qui va leur aider à imposer aux accords de Bretton Woods le dollar comme monnaie d'échange et de réserve internationale. Donc aux accords de Bretton Woods, dans le domaine économique, on va créer un nouveau système économique. Donc ici, création en juillet 1944, du système de Bretton Woods. Alors, à Bretton Woods, les Américains vont tirer des avantages. Vous avez comme premier avantage, donc ici, avantage pour les Américains. Vous avez dollar comme monnaie de réserve. Toujours dollar comme monnaie d'échange. Au niveau international. Donc, comme monnaie d'échange au niveau international.